Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'une région insulaire et qui n'a pas d'arène. Non, on ne va pas parler d'Alola, mais de la région des jeux vidéo de la série principale qui est peut-être la moins connue, les îles Sévi, qui n'ont été présents que dans un seul jeu, les remakes de la première génération. Alors, commençons avec un peu d'histoire. Les îles Sévi sont apparues dans les versions Pokémon Rouge-Feu Vert-Feuille, sorties entre Ruby Saphir et Émeraude. A cette époque, il était impossible de faire passer le moindre Pokémon de la seconde génération vers la troisième. Et si l'on pouvait bien sûr obtenir tous les Pokémon de la troisième génération sur les jeux à ON, et que l'on pouvait obtenir tous les Pokémon de la première génération sur les jeux se passant à Kanto, il fallait pouvoir obtenir les 100 Pokémon de la seconde génération pour compléter le Pokédex. Sur ces 100, 22 Pokémon étaient des Pokémon dits Crossed Génération, c'est-à-dire que ces 22 Pokémon de la 2G avaient au moins un membre de sa famille créé pour la 1G ou la 3G. Et on pouvait donc obtenir les Pokémon de la 2G Crossed Génération en faisant évoluer un Pokémon de la 1G ou 3G ou en le faisant se reproduire dans le cas des bébés. En plus de ces 22 Pokémon, 12 Pokémon de la deuxième génération sont présents dans le Pokédex d'ON et sont donc attrapables dès les versions Ruby et Saphir. Restent donc 66 Pokémon que Game Freak a répartis sur deux jeux. Sur Émeraude, 24 Pokémon de la 2G ont été capturables dans une zone étendue du parc Safari, auquel il faut ajouter les 2 Pokémon que l'on peut obtenir dans un lieu exclusif à Émeraude que l'on appelle la zone de combat, et il faut aussi ajouter les 9 Pokémon de la famille des starters de la deuxième génération, donnés en post-ligue par le professeur Seko. On peut obtenir Celebi via un événement Nintendo et Entei Reiku et Suicune en post-ligue à Kanto. Il reste donc 23 Pokémon dont Ho-Oh et Lugia que l'on ne peut obtenir ni à ON ni à Kanto. Du coup, Game Freak nous a créé une nouvelle région sur Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, les îles Sévi, qui accueilleront les 23 Pokémon qui restent, et bien d'autres. A noter que l'accès à l'île sur lequel se trouvent Ho-Oh et Lugia ne peut se faire que via un événement Nintendo. Bref, les îles Sévi ont été en partie créées pour écaser les Pokémon de la deuxième génération, mais aussi parce que mettre juste Kanto dans une version aurait pu être vu comme un recul par rapport à Or et Argent et Cristal, puisque ces versions avaient toutes les villes de Kanto plus les villes de Johto. C'est aussi une manière de rallonger un peu la durée de vie de l'aventure pour qu'elle soit comparable aux versions précédentes, qui avaient entre 16 et 20 villes. Et enfin, ça donne une dose de nouveauté dans une version où les événements principaux se déroulent dans une région que l'on a déjà parcourue. Comme c'est une région peu connue parce que jouée dans un unique jeu et dont l'histoire principale ne s'y déroule pas, on va surtout orienter la vidéo sur la description de la région plus que sur l'analyse. Mais avant de commencer cette description, il faut noter que la région est divisée en 3 zones. Les Sévi proches, lointaines et intermédiaires. Le seul impact que ça a dans le jeu, c'est qu'on ne peut faire vol dans une des îles que si on se trouve dans la même zone. Il est donc impossible d'utiliser vol pour aller dans les Sévi intermédiaires si vous êtes dans les Sévi proches. Pour vous déplacer entre deux zones, vous devez utiliser le ferry qui relie les 7 îles Sévi entre elles et qui relie les îles Sévi à Kanto. On peut donc trouver dans chacune des 7 îles principales une ville, un port et un centre Pokémon. A noter qu'il n'y a pas d'arène dans ces îles, mais comme pour Alola, on pourrait penser que dans les années à venir, une ligue pourrait s'y monter. Bref, faisons les choses dans l'ordre et commençons par les 3 îles Sévi les plus proches de Kanto, situées au nord, et ouvrons le bal avec l'île 1. La petite ville de l'île 1 a la particularité d'héberger un très gros centre Pokémon. Peut-être le plus gros du jeu d'ailleurs. Si elle est si grosse, c'est qu'elle contient une grosse machine qui permet de relier le PC de Kanto au Sévi. Je pense que si tu veux couper du monde les Sévi, c'est cette île qu'il faut attaquer. A noter que cette ville ne compte pas de shop. Au sud de la ville, on trouve la plage Trésor et au nord, la route Tison sur laquelle on trouve une source chaude. Cette route relie l'île 1 au mont Braise, un ancien volcan au sommet duquel trône Sulfura. L'île 2 est une très petite île mais qui commence à se développer. En effet, une salle de jeu ouvre et un marché substituant les shops est en train de s'organiser. Au nord, on trouve le cap Falaise et sa cascade, mais aussi une maison d'une exorciste mystérieuse, parfois sujet de conversation des habitants de l'île. La ville de l'île 3 est la seule ville située à l'intérieur des terres, ce qui fait que le port n'est pas directement dans la ville. Depuis le port, on peut accéder à la route de l'île 3, qui est une galerie creusée par un chercheur d'or. À l'ouest, on peut accéder à l'île Bois-Bay grâce au pont du Lien. La ville de l'île 3 est la plus grande des Sévi, et contrairement aux deux premières, elle a un vrai shop. L'économie de la ville est probablement boostée par la cueillette de baies du bois voisin. Passons au Sévi intermédiaire et à ces 2 principales îles, mais commençons avec l'îlot isolé nommé le Roc Nombri, qui se trouve au centre de l'archipel des Sévi et qui est totalement inhabité par les humains.
Au sommet trône Ho-Oh et dans les profondeurs trône Lugia. L'île 4 est une petite île composée d'une ville et d'une grotte de glace à l'intérieur duquel on trouve une belle cascade. La ville compte un shop et quelques maisons, quelques petits lacs, mais l'attraction principale c'est la pension Pokémon. La ville est aussi connue pour être la ville natale d'Olga, la membre du Conseil 4. L'île 5 comporte une ville sans shop, un pré et surtout un entrepôt qui appartenait à la Team Rocket avant qu'on ne les y chasse. Au sud, on trouve le mémorial et au nord, le labyrinthe d'eau qui nous mène à un camp de vacances. Si on continue vers l'est, on tombe sur la grotte perdue où l'on doit se laisser guider par les rochers pour aller au fond de la grotte. Les sévies lointaines sont probablement les îles les plus mystérieuses des sévies. Elles sont constituées de 2 îles habitées et de l'île Aurore, la plus éloignée de l'archipel, se trouvant tout au sud-est. C'est une île mystérieuse sur laquelle des rochers apparaissent ou disparaissent, et c'est ici que peut apparaître Deoxys. L'île 6 est composée d'une ville minuscule mais qui a un shop. Les habitations sont sur un îlot juste au nord de la ville où se trouve le Fort Buisson, une forêt avec des dessins inspirés des crop circles ou des lignes de Nazca dont le sens n'a pas encore été découvert. On y accède par l'Agual Canal. Si on continue vers le nord après le Fort Buisson, on traverse le chemin vert pour arriver sur la grotte Métamo, dans laquelle on dit que des Pokémon rares auraient pu apparaître. Si à partir de la ville de l'île 6 on part vers le sud, on arrive dans la vallée ruine, au fin fond duquel on peut trouver une sorte de ruine mystérieuse, le trou percé. La ville de l'île 7 est aussi très petite et avec un shop. Au nord, on trouve la tour dresseur similaire à la tour de combat. Au sud, on traverse le petit pont pour arriver sur le canyon César. Si on passe un peu trop vite, on peut rater la mystérieuse grotte de la clé Tanobi, et si on continue plus au sud, on arrive dans le groupement de 7 îlots, dans lequel on trouve 7 ruines mystérieuses, nommées les chambres Tanobi. Bon, le gros défaut des sévies, c'est que chaque île comporte une ville qui n'a pas de nom, et ça rend le tout un peu triste, pas très joli et assez fade. A mon sens, il faudrait donner un nom à chaque ville, et en trouver un qui nous permettra de savoir directement à quelle île on fait référence. Et ces noms, je ne vais pas les sortir de mon chapeau, non. Je vais reprendre les noms des chambres Tanobi, parce que ces noms sont parfaits puisqu'il y en a 7 comme le nombre de villes, et qu'ils mélangent un nom de végétal avec un nom de nombre. Donc on a Anémone, Delip, Proie, Jon 4, Ibi 5, Iris, Point 7. Ainsi, si je dis Ibi 5, on entend 5, et donc on sait que je fais référence à l'île 5. Comme je sais que vous n'avez pas tous pu découvrir cette région et que ceux qui l'ont parcouru l'ont probablement déjà oublié, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter le scénario dans le jeu. Tout commence avec le créateur du PC de Kanto, Léo, qui nous invite à l'escorter aux îles Sévies. Une fois sur place, il nous demande d'aller sur l'île de voisine pour livrer une météorite à un ami directeur de la salle de jeu. Lorsque l'on arrive, le type en question est paniqué car une certaine Lostel n'est pas arrivée. Il nous envoie donc sur l'île 3 pour aller chercher la gamine. Sur l'île 3, on tatane une bande de loupards qui terrorisait la ville, puis on va chercher Lostel qui cueillait des bêtes dans les bois et se faisait tourmenter par un hypnomade. On la ramène sur l'île 2 et on en profite pour laisser la météorite au proprio. Le devoir accompli, on retourne sur l'île 1 où la grosse machine semble en partie réparée. Siléo, le collaborateur de Léo, nous dit qu'il aurait besoin d'un rubis qui se trouve sur le mont Braise. On s'y rend et on tombe sur 2 sbires-roquettes qu'on atomise. On avance dans ce tunnel qu'ils ont creusé pour y chercher des trésors, jusqu'à arriver dans une chambre vide avec l'alphabet en braille. Vous descendez et vous tombez sur une pièce avec le rubis et des inscriptions en braille qui disent « Tout a un sens, existence a un sens, être vivant a un sens, crois en toi, bats-toi ». Vous revenez voir Siléo, lui donner le rubis pour sa machine et il vous file un pass pour le reste des îles Sévies et la mission de trouver le saphir. A partir de là, vous n'êtes plus guidé. Mais comme vous avez visité les îles dans l'ordre, autant continuer. Vous arrivez sur l'île 4, rien dans la ville. Vous explorez la grotte de glace, vous tombez sur Olga en train de se battre contre des sbires-roquettes, et après quelques menaces formulées par cette bonne vieille Olga, il vous révèle l'existence de l'entrepôt roquette sur l'île 5. Vous vous pointez sur l'île 5, bien décidé à en découdre. Vous finissez par débusquer l'entrepôt, mais vous devez rebrousser chemin faute de mot de passe. Vous explorez l'île pour obtenir ce fameux mot de passe, mais vous ne trouvez rien. Vous vous rendez donc sur l'île suivante, l'île 6. Vous l'explorez et finirez par visiter la vallée ruine et trouver une sorte de crypte avec écrit « Coupe en braille ».
Vous utilisez donc coupe et vous engouffrez dans la crypte. Après des indications en braille, vous tombez sur la chambre du saphir que Siléo vous avait demandé de chercher. Vous pouvez lire en braille, laisse les 2 pierres brillantes, une en rouge, une en bleu, connectez le pass, partagez la force à 2 amis, ouvre la porte d'un monde nouveau, le monde suivant t'attend. Mais au moment de vous emparer du saphir, vous vous faites doubler par un scientifique qui vous le vole et vous révèle qu'il va le vendre à la Team Rocket. Mais vous donne quand même le mot de passe de leur entrepôt pour que vous puissiez le récupérer une fois la transaction faite. Vous foncez à l'entrepôt, comprenez rapidement que les sbires ne sont pas au courant que Giovanni a dissous la Team Rocket, probablement parce qu'à cause de l'éloignement la communication n'est pas facile, vous les poutrez, ils se barrent pour aller chercher Giovanni et refonder la Team Rocket et vous récupérez le saphir que vous donnerez à Siléo. A ce stade, vous n'avez plus de mission et potentiellement visiter la totalité des 6 premières îles. Mais il en reste une, l'île 7. Après avoir visité l'imposante tour dresseur, vous allez vers le sud, dans le canyon César. Vous voyez une grotte mystérieuse sur la gauche avec 7 rochers. Vous l'étudierez un peu plus tard. Reprenons la route jusqu'aux chambres Tanobi. Vous visitez les 7 qui sont entièrement vides. Vous revenez donc sur vos pas pour aller étudier la grotte, et vous remarquez 7 marques au sol. Vous tentez de pousser les 7 rochers dans les 7 marques, ce qui est un vrai casse-tête. Mais, au moment où vous arrivez enfin à pousser le 7e rocher dans ce trou, vous entendez un grondement au loin. Ça vient des ruines Tanobi. Vous y foncez et entrez dans l'une d'elles. Et là, vous vous retrouvez nez à nez avec des Pokémon bien mystérieux. Des Arbis. Bon, j'en ai fini avec le scénario. On va pouvoir passer à la controverse du jour sur la chronologie du peuplement des Sévis. Ce que l'on sait sur les îles Sévis, c'est qu'il y a des ruines. Donc, que les îles ont été peuplées il y a longtemps. Or, les scientifiques locaux semblent encore découvrir de nombreuses facettes de l'île. Par exemple, ils savent qu'il y a un saphir, mais n'ont jamais pénétré dans le trou percé dans lequel se trouve le saphir. Pour pénétrer dans ce trou percé, il faut avoir trouvé la crypte, et vu le nombre de dresseurs autour, c'est le cas, avoir un Pokémon qui connaît coupe, ce qui est courant, et avoir décrypté le braille. On peut donc penser que le braille n'a jamais été décrypté par les scientifiques des Sévis. Or, si la population des Sévis était les descendants de la lointaine civilisation qui a laissé les ruines, les connaissances liées à la civilisation auraient probablement été transmises par tradition orale, et les scientifiques n'auraient pas autant galéré sur le braille. A mon sens, les Sévis ont donc été repeuplés probablement un peu avant la naissance d'Olga, donc il y a une 30aine d'années. Donc, pour résumer, je pense que l'ancienne civilisation des îles Sévis s'est éteinte suite à une éruption volcanique. Et avant de disparaître, ils ont planqué une partie du patrimoine de leur civilisation comme le rubis, le saphir et les arbis. Pour que ça ne tombe pas dans de mauvaises mains mais plutôt dans des mains d'un homme sage et érudit, ils ont mis au point un code secret, le braille, espérant que seul un homme de savoir puisse le décrypter. Plusieurs siècles plus tard, alors qu'on n'entend plus parler de cette civilisation, des habitants de Kanto décident de s'y installer pour profiter du soleil. Les îles se repeuplent doucement et on découvre quelques ruines étudiées par les scientifiques qui mettent la main sur peut-être quelques écrits annonçant l'existence de 2 cristaux sacrés. Quand les événements de Rouge-Feu Vert-Feuille arrivent, la science a pas mal progressé mais n'a pas encore déchiffré le braille, et n'a donc pas encore percé à jour tous les mystères de cette ancienne civilisation. Allez, avant de conclure cette vidéo, une petite hypothèse. Si ça se trouve, les 7 chambres Tanobi symbolisaient chacune une île, et les noms de ces chambres étaient les noms que donnait cette civilisation aux 7 îles des Sévis. Ma conclusion, c'est que la région des Sévis est une région qui n'est pas finie, les villes n'ont même pas encore de nom. Par contre, cette région a un énorme potentiel. Un peu de variété et beaucoup de mystères, et les mystères ça rend vraiment les aventures plus intéressantes. C'est peut-être même un de mes aspects préférés dans Pokémon. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un aspect pas mal négligé dans les générations récentes. Bref, les Sévis c'est une région que j'aimerais beaucoup revoir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez peur de vous faire agresser par un Zarbi, vous pouvez en parler dans les commentaires.